Enfin, Attila arrive avec sa belle escorte de cavaliers de fière allure aux armures brillantes et ses fougueux coursiers. Les Romains, dans la foule des habitants de la ville, observent avec intérêt son entrée dans la capitale. Les jeunes filles, vêtues de robes blanches et fines, portent un dais sous lequel les autres jeunes filles, par groupe de 7, avancent en chantant. Elles saluent Attila et reviennent en le précédant. Les habitants de la capitale saluent la procession avec des cris de joie. Le jour suivant, Marc est déjà invité à la réception d'Attila. Oreste et Salvien, eux aussi, n'attendent pas longtemps. Attila les reçoit avec le sourire. J'ai lu les lettres de Galla Placidia adressées à moi et à Oros, le khan principal. J'ai déjà composé la réponse. Mais j'aimerais bien discuter avec vous à quelques reprises. Il me serait agréable, après un long voyage, de parler latin avec des interlocuteurs intéressants. Je me souviens toujours avec grand plaisir de mes années d'études en Italie. Nous aurons demain notre première réunion. Le premier jour, Attila réunit Marc, Onégèse, Oreste, Salvien et Édécone, un officier parlant bien latin. Le jeune khan tient un bref discours, pendant mon voyage, en Oural. J'ai rencontré un ambassadeur des Turcs bleus, peuple unique de l'Altaï. J'ai beaucoup discuté avec lui. Les Turcs sont des métallurgistes remarquables et plusieurs de leurs artisans travaillent dans nos ateliers militaires. C'est pourquoi, ils étaient au courant de ma visite des ateliers de l'Oural. Les Turcs, qui se trouvent à la même distance de chez nous et de la Chine, sont bien informés de ce qui se passe dans le monde. La situation a changé ces dernières années. L'Empire chinois est gouverné par les Tabgatch, les Joujans ont créé leur grand État plus au nord. Les Tabgatch et les Joujans sont descendants des Huns orientaux. Nous le savons maintenant, pense Oreste. Kérékao, Sabir, Élak et Onégèse nous ont déjà expliqué. La voix d'Attila monte, c'est pourquoi, hormis les peuples uniques, les Huns occidentaux, les Joujans et les Tabgatch, il n'existe aujourd'hui dans le monde que deux forces sérieuses. Ce sont la Perse et les deux empires romains qui se considèrent toujours comme les centres de l'univers. Les peuples uniques ont surmonté toutes les difficultés survenues après la dislocation de l'Empire fondé par la volonté de Tangra et l'énergie de Modun le Grand. Ce n'était pas facile. Le khan Oros et moi-même avons fait de grands efforts afin de consolider les peuples uniques et les autres tribus du Danube à l'Oural et la mer Aral. Cette analyse de la situation internationale bouleverse Oreste qui réalise brusquement quelle force se cache derrière ce jeune homme sans aucun signe de vanité. Attila dit en articulant chaque mot. Les Huns croient que comme il n'y a qu'un seul Dieu sur le ciel, il ne sera un jour qu'un seul souverain sur la terre. Alors les guerres cesseront. Alarmés, les Romains, tout à coup, se sentent mal à l'aise et se regardent. Quelques instants de silence. Puis, Attila continue tranquillement. Les peuples des deux empires romains se souviennent aujourd'hui avec nostalgie de la Pax Romana, les siècles de paix romaine. Mais Dieu n'est plus favorable aux Romains qui ont érigé un culte de la jouissance et commis trop de péchés et dont les souverains ont montré un orgueil incommensurable. Puis sont tombés dans les délits de corruption. Par contre, Dieu est de nouveau favorable aux Huns, qui sont capables de maintenir la Pax Una, du Danube à la Chine. Si nous concluions aujourd'hui une alliance avec les Tabgatch, alors les peuples uniques conquéraient rapidement le monde. Mais l'histoire nous a appris à être très prudents avec la Chine et leurs empereurs. C'est pourquoi, nous tenons à consolider et renforcer notre État. Les Joujans nous séparent de la Chine et nous préférons avoir avec eux des relations pacifiques. Même si les Turcs bleus d'Altaï nous demandent parfois de calmer les intentions expansionnistes des Joujans. Je suis réaliste et pense que la progression vers la paix universelle sera longue et très difficile.
Nos actions montrent bien que nous n'avons pas d'intentions agressives envers les Romains. Étonné de ces propos pacifiques, Oreste tend l'oreille afin de bien suivre l'argumentation du jeune Khan car un doute reste au fond du charme qui s'opère peu à peu sur lui. Les guerriers, qui étaient mercenaires dans les armées romaines, sont contents. Leur service donne à notre État des revenus confortables. Nous sommes satisfaits des dimensions de notre État car nous avons maintenant les meilleurs pâturages au monde pour nos chevaux et notre bétail, la richesse principale de tous les peuples helléniques. Votre historien Tite-Live pensait aussi que Rome doit dominer le monde grâce au courage de ses citoyens et à la bienveillance des dieux. Maintenant vous n'avez ni l'un ni l'autre. Nous étudions l'expérience des Tabgatch qui gouvernent la Chine et ont fondé leur dynastie impériale. Là-bas, les Tabgatch et les autres peuples helléniques forment la cavalerie impériale. Les fantassins sont chinois, l'administration chinoise reste intacte. Maintenant la Chine sort de la crise. Cette expérience est très intéressante pour nous et pour les Romains. Vous pourriez aussi sortir de la crise, si nous réussissions une alliance similaire ici, en Occident. Je ne vois pas d'autre solution pour vous. En effet, l'Empire romain d'Occident ne tient que grâce aux mercenaires huns. Je suis partisan de l'approfondissement progressif de nos relations afin d'essayer de réaliser un jour la Pax Una Romana. De l'Espagne à l'Oural. Peut-être, négocierons-nous alors avec les Tabgatch et Dieu nous aidera à réaliser la paix universelle. À cet instant Oreste pense à Julia. Sourit tendrement et remercie Dieu qu'Attila ne pense pas à des incursions et à des tribus, mais réfléchisse sur les opportunités de la paix. Je n'oublie pas les autres peuples. Rome confrontait toujours l'anarchie et le désordre dans le monde barbare. Maintenant les choses changent. Il y a plus d'anarchie et de désordre dans le monde romain. Vos armées ne sont plus assez fortes. Ainsi les Wisigoths, qui nous ont fui sans bataille, ont vaincu ensuite les armées romaines et, il y a 16 ans, ont pris Rome. Les peuples germaniques sont maintenant mieux organisés qu'autrefois. J'ai voyagé beaucoup en Germanie. Les Gépides et les Ostrogoths sont nos sujets les plus fidèles. Plus fidèles que certains princes huns. Leurs rois, Ardaric et Valamir, comprennent et soutiennent mes idées. Les Huns, à la différence des Romains, gardent toujours les chefs traditionnels des peuples vaincus. Nous sommes aussi arbitres dans les conflits entre plusieurs rois germaniques indépendants, mais aussi entre les Ougres, les Slaves et certains peuples du Caucase et de la Sibérie. Nous protégeons les comptoirs sondiens de la mer Noire à la frontière Joujane. Les Sondiens, peuple ingénieux, laissent aux Huns et aux Joujans le soin de la guerre et s'adonnent au commerce et à l'artisanat. Attila finit son intervention et s'assoit sur son divan. Sans aucun doute, discutait-il beaucoup de ses idées avec différents interlocuteurs. On voit qu'il sait bien utiliser cet instrument de la puissance qui est l'éloquence. Aussi efficace que l'or est une arme pour le chef qui la maîtrise. Onégèse et Édécone regardent les Romains avec intérêt en attendant leur réaction. Oreste se lève pour répondre. Je suis bouleversé par votre analyse. Nous, les Romains, ne savons presque rien de ce qui se passe dans l'Empire chinois et pensons que ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne bien car les Huns sont venus sur les rives du Danube après la dislocation de l'empire de leurs ancêtres au nord de la Grande Muraille de Chine. Maintenant la Grande Steppe est dominée par les peuples parents, qui croient au même Dieu et respectent les lois de Modunkan. Je suis content que vous ne pensiez pas à des incursions et des tribus, mais réfléchissiez sur les opportunités de la création d'une grande union des peuples du monde. Je vous connais depuis mon enfance et crois à la sincérité de vos aspirations. Attila sourit, je me souviens de vous et de votre famille. Je ne veux pas la disparition de la grande civilisation romaine. Il faut seulement changer vos relations avec les autres peuples et les esclaves.
Je pense bien comprendre les Romains et je crois à la possibilité de la création avec eux de la Pax Una Romana, de l'Espagne jusqu'à la Sibérie. Je suis prêt à consacrer ma vie à cette tâche difficile. Je ne proposerai pas, dans notre réponse à Galla Placidia, de conclure maintenant une alliance. Aujourd'hui, les Romains ne sont pas encore prêts. Onégèse ajoute en s'adressant aux Romains, depuis longtemps vos empereurs se considèrent comme des dieux, portent des diadèmes et demandent que les gens se prosternent devant eux. Se prosterner. Cela veut dire se mettre à plat ventre. À Constantinople, on doit s'avancer à plat ventre toujours, de la porte jusqu'au trône. Il faut ramper, en s'aidant des mains et des genoux. Et ne pas lever les yeux avant d'avoir entendu la voix de l'empereur. À ce moment, d'après la coutume, il faut avec grande joie baiser la botte de pourpre qu'on lui tend, puis se tenir debout. Si l'empereur en donne la permission. Après cela, on se jette de nouveau à plat ventre et regagne la porte en rampant. C'est sûr, il est impossible de négocier avec des souverains pareils. Choqué. Édécone dit, peut-être, faudra-t-il d'abord diminuer leur orgueil. Les Huns de ma tribu et les Skyres, peuple de ma noble femme germanique, sont prêts à participer aux marches vers Rome et Constantinople. Nous commençons à étudier l'art des sièges, les catapultes et les autres machines romaines. Attila continue sans réagir à ces déclarations, et Sus m'informe que les Francs, les Burgondes et les Visigoths s'activent en Gaule. Il nous demande de l'aider. Nous allons lui envoyer quelques détachements de notre cavalerie et des volontaires. Que les Romains voient plus souvent les cavaliers dans leur rôle de défenseurs et ainsi nos jeunes guerriers s'adapteront au milieu romain et s'habitueront à une solde régulière. C'est bien aussi pour notre trésor. Nous demandons seulement de mettre fin à cette pratique de négociation directe avec les princes sans passer par notre gouvernement central. Kourdak. Le prince principal du peuple, Akaatseri. Ce qu'on peut traduire comme une armée sur des chevaux blancs, des rives de la mer Caspienne. Nous informe de nouvelles tentatives de corruption des princes par des émissaires de Constantinople afin de les susciter à l'insurrection. Nous sommes profondément indignés et ne laisserons pas impunies ces actions hostiles. Je vais écrire à Galla Placidia mes propositions à ce sujet. Les Romains restent en Eunie jusqu'à la fin de l'automne car Oreste essaie de négocier un statut favorable pour la zone entre le Danube et la Drave. Comme Attila est en déplacement permanent, les Romains obtiennent l'autorisation de le suivre. Oreste voit que Salvien est content de cette possibilité. Curiosité de jeunesse, au moins, ce qui est rassurant. Le jeune officier ne s'intéresse pas beaucoup de ses contacts. Oreste devient progressivement plus sincère avec Salvien qui ne ressemble pas à un Agentine Rebus, chargé de le surveiller. Pendant ces mois les Romains ont appris le caractère d'Attila. Ses paroles et ses actes même étaient empreints d'une sorte d'emphase calculée pour les faits. Si quelque chose venait à l'irriter, son visage se crispait, ses yeux lançaient des flammes. Les plus résolus n'osaient affronter les éclats de sa colère. À côté de cela, il se montrait doux pour les Huns et les vassaux loyaux. Généreux envers ses collaborateurs et ses serviteurs, et juge intègre vis-à-vis de ses sujets. Ses vêtements étaient simples, mais d'une grande propreté. Sa nourriture se composait de viande sans assaisonnement, qu'on lui servait dans des plats de bois, en tout. Sa tenue modeste et frugale contrastait avec le luxe qu'il aimait avoir déployé autour de lui. Fin octobre, au nord du Caucase, Attila organise une grande chasse royale. Ainsi il inaugure la saison de la chasse qui va durer 5 mois. Le reste de l'année la chasse aux lièvres, cerfs, chevreuils et biches est interdite pour ne pas empêcher les animaux de croître et de se multiplier. Il y a des époques de chasse différentes pour toutes les autres espèces de gibier.
Il est interdit de tuer les jeunes animaux avant la puberté. Les éclaireurs partent dans différentes directions pour savoir où le gibier est abondant. Après avoir analysé leur rapport, Attila met ses troupes, divisées en deux ailes et centres, en marche. En s'approchant du lieu de la chasse, les détachements font un grand mouvement tournant et s'égaillent en une gigantesque circonférence qui renferme tout le gibier d'une grande étendue des steppes. Les détachements du centre restent immobiles, ce qui permet aux Romains de dormir dans leurs tentes. Les autres cavaliers, qui forment le cordon, avancent lentement, jour et nuit, et rétrécissent le cercle. Les Romains observent avec admiration du sommet d'une montagne la remarquable régularité de l'avance de la cavalerie qui gravit les montagnes, passent les rivières à la nage et traversent les vallées en gardant la continuité de leur ligne. Ils savent que les Huns mangent et même dorment en selle tout en continuant leur mouvement. En quelques jours, la concentration des animaux affolés devant les détachements du centre montre que le moment culminant de la chasse approche. En effet, vers midi, les Romains voient enfin les détachements qui restaient invisibles derrière l'horizon. Ils descendent de la montagne et s'approchent d'Attila qui observe d'une colline le mouvement de l'armée. Bientôt, les trompettes sonnent sur son ordre et l'armée s'arrête. On entend le vacarme de cris et de sabots des animaux encerclés. Un chaman cite une prière traditionnelle, ô Khan Kandigan, richissime et généreux, protecteur des chasseurs et maître des animaux. Désigné par Tangra, unique et tout-puissant, tourne-toi vers nous avec ton sourire bienveillant. Tu sais que nos désirs ne sont pas excessifs, écoute notre demande simple et expressive. Accorde-nous ton autorisation exceptionnelle, nous te remercierons par des prières solennelles. Quand il a terminé, Attila donne l'ordre et la chasse commence. Les hommes tuent les animaux les plus grands en les tirant à l'arc ou en les transperçant de lances. On épargne les animaux jeunes. Les Romains voient que les chamans observent attentivement le déroulement de la chasse, puis ils s'approchent du Khan et parlent avec lui. Attila donne le signal. Les trompettes sonnent de nouveau et la chasse s'arrête. Les cavaliers laissent fuir les animaux restants.